En italien impeccable, la fille de 10 ans d'une femme de ménage brisa le silence d'une vente aux enchères parisienne, révélant qu'un chef-d'œuvre estimé à 300 millions d'euros n'était qu'un mensonge. Ce tableau est un faux. Ces 4 mots glacèrent net la salle du prestigieux Hôtel Drouot, pleine à craquer de milliardaires de critiques et de caméras. La vérité ne venait pas d'un expert, mais d'une fillette de 10 ans. Elle n'était pas censée parler. Elle n'était même pas censée se trouver là. Mais elle avait vu ce qu'aucun adulte n'avait remarqué, une imperfection cachée sous des siècles de peinture et de mensonges. « Qui êtes-vous pour dire cela ?» lança un homme. « Quelqu'un qui sait ce qui est vrai, » répondit-elle simplement. Ce qui avait commencé comme la vente d'un Léonard de Vinci, perdu, se transforma en l'un des plus grands scandales artistiques du siècle. Voici l'histoire de la fille d'une femme de ménage qui mit à nu l'une des plus impressionnantes supercheries de l'art moderne et changea tout. Et avant que j'oublie, dites-nous d'où vous regardez, laissez un commentaire. Nous aimons voir jusqu'où ces histoires voyagent. Son arrière-grand-père lui avait appris qu'un tableau ne ment jamais, mais que les hommes, eux, le font. La fillette se tenait immobile, tout au fond de la grande salle des ventes, pareille à un fantôme au milieu d'un monde d'opulence. Sa mère lui avait ordonné d'être invisible, et Clara s'y efforçait de toutes ses forces. L'air du Hôtel Drouot à Paris n'était pas un air ordinaire. Il était épais, chargé d'un parfum cher de vieille noblesse et d'une tension électrique faite de convoitise. La lumière des lustres en cristal de baccarat se réfractait sur les colliers de diamants et les rebords polis des flûtes de champagne. Les hommes en costume sur mesure murmuraient d'un ton grave, leur voix chuintant comme des billets de banque. Les femmes au visage figé par la chirurgie se tenaient droites sculpturales, scrutant la salle avec l'assurance de celles qui savent peser les fortunes d'un regard. Clara Millet se tenait dans une petite alcôve près de la porte de service. Elle serrait contre sa poitrine un carnet relié de cuir usé. Les pages étaient couvertes de l'écriture élégante de son arrière-grand-père, le sergent Jack Miller. Ce journal était son unique réconfort dans ce lieu de marbre froid et de regard plus glacé encore. Sa robe bleue simple et propre portait les marques de trop de lessive. Ses cheveux blonds, couleur de paille claire, étaient attachés par un ruban. Avec la certitude absolue de l'enfance, elle savait qu'elle n'avait pas sa place ici. Sa mère Sarah Millette glissait en bordure de la foule, avec une discrétion née non de l'éducation mondaine, mais de la nécessité. Une existence entière à servir les riches sans jamais troubler leur miroir. Elle portait une boîte de catalogues pour son employeur, le visage lisse d'une politesse étudiée. Mais Clara, qui connaissait ce visage mieux que n'importe quel livre, voyait les fines rides d'inquiétude au coin de ses yeux et la légère tremblement de ses mains, habituellement si sûres, lorsqu'elle tendait un catalogue à un invité qui le prenait sans un mot, ni un regard. Elles étaient là à cause de M. Arthur Pendleton, un milliardaire américain installé à Paris, un homme âgé, à la barbe grisonnante, taillé de près, dont les yeux semblaient habités par une tristesse permanente. Assis au premier rang, figure de puissance, il paraissait pourtant terriblement seul. Il n'avait plus souri depuis la mort de sa femme Éléonore 1 an plus tôt. C'était elle qui possédait la passion de l'art. Elle avait rempli leur appartement new-yorkais de beauté et de lumière. Arthur lui s'était contenté de payer les factures. Dans son deuil, il avait décidé d'honorer sa mémoire en acquérant la seule œuvre dont elle avait rêvé, une pièce légendaire redécouverte 3 mois auparavant. La raison même de cet événement, la source de toute cette tension fébrile, trônait sur un chevalet recouvert de velours au centre de l'estrade. Une toile intitulée « La Dame silencieuse », la Dama Silenciosa, présentée comme un chef-d'œuvre perdu de Léonard de Vinci. La femme du portrait au sourire énigmatique était déjà comparée à la Mona Lisa. Son regard semblait recéler un secret. Les ombres et la lumière s'y fondaient avec une virtuosité à couper le souffle. Le monde de l'art était en ébullition.
Les musées s'étaient disputés, l'acquisition, les critiques avaient rédigé des articles lyriques vantant sa perfection et sa beauté divine. On l'estimait à 300 millions d'euros. Clara observa la toile, et quelque chose en elle se crispa. Elle avait passé des heures à étudier les reproductions dans les livres de son arrière-grand-père. Il n'avait pas été qu'un soldat, c'était l'un des monuments men, ces hommes chargés de sauver les œuvres d'art spoliées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il lui avait appris à regarder une œuvre non comme une belle image, mais comme un objet porteur d'une histoire, un récit inscrit dans la toile, le pigment et le bois. « Cherche la main de l'artiste Clara », écrivait-il dans son journal. Pas seulement sa signature. Cherche ses erreurs, ses corrections. Son âme, c'est là que se cache la vérité. C'est là que se trouvait la vérité. La vente commença. Le commissaire-priseur, un homme à la voix douce et hypnotique, ouvrit les enchères à la somme vertigineuse de 100 millions d'euros. Les offres montèrent aussitôt, bondissant par paliers de 10 millions. Un oligarque russe, un prince saoudien, un magnate de la French Tech venu de la Silicon Valley européenne. Les chiffres devinrent si énormes qu'ils perdirent tout sens. Pour Clara, ce n'était en plus que des sons, une litanie de richesses qui résonnait sous les hauts plafonds de la salle. Monsieur Pendleton demeurait parfaitement immobile, la main posée sur sa palette d'enchérisseur. Il attendait le regard fixé sur le tableau. Ce qu'il essayait d'acheter, ce n'était pas seulement une toile, mais un fragment de l'âme de sa femme disparue. Les enchères ralentirent à 270 millions d'euros. La salle se fit silencieuse, saturée d'électricité contenue. 270 millions, proposés par le monsieur au téléphone, annonça le commissaire-priseur, d'une voix lisse comme la soie. Entends-je 280. Silence. Puis lentement, Arthur Pendleton leva sa palette. 280 millions, s'écria le commissaire triomphant. Nouvelle enchère de M. Pendleton. Sur scène, l'homme qui avait présenté l'œuvre, un marchand d'art séduisant aux cheveux argentés, nommé Julien Caron, adressa à Pendleton un sourire brillant et sûr de lui. C'était lui qui avait découvert la toile. Négocier la vente, et sa réputation s'apprêtait à être scellée comme celle d'une légende du marché de l'art. Il se mouvait avec l'aisance de ceux qui semblent posséder l'air même de la pièce. Un peu plus tôt, il avait parlé à Pendleton d'une voix grave et rassurante. Mais quand ses yeux avaient effleuré Sarah et Clara, son sourire s'était durci, devenant une moue acérée, presque dédaigneuse, à peine irritée qu'elle respire le même air que lui. 280 millions une fois, lança le commissaire. Les autres enchérisseurs s'étaient tus. La salle retint son souffle collectif. Monsieur Pendleton allait réaliser l'achat le plus cher de l'histoire moderne de l'art. Clara regarda de nouveau la peinture. Le visage de la femme était trop parfait. Les ombres superbes semblèrent pourtant sans profondeur. Elle plissa les yeux, cherchant à voir ce qu'aurait vu son arrière-grand-père. Son regard parcourut l'arrière-plan obscur, les plis du velours de la robe, la courbe douce d'une main. Tous les détails, loués par les experts, étaient bien là, mais ils ressemblaient à une liste d'ingrédients, non à un plat accompli. C'était une copie parfaite d'une âme, mais l'âme, elle manquait. Un nœud d'angoisse serra la poitrine de Clara. Ils se faisaient tous duper. Le sourire de Caron était celui d'un prédateur ayant acculé sa proie. Elle vit le visage de Pendleton ravagé par un chagrin si profond qu'il était prêt à payer n'importe quel prix pour l'apaiser. Elle pensa au visage fatigué de sa mère, au regard condescendant du marchand, et les mots de son arrière-grand-père lui revinrent lus le matin même. La vérité parle bas, petite étoile, mais c'est le son le plus fort dans une pièce remplie de mensonges. 2 fois, tonna la voix du commissaire-priseur. Elle devait agir. Mais comment? Elle n'était qu'une enfant, la fille de la femme de ménage.
qui la croirait? Elle fit un pas hors de l'alcôve. Son cœur battait si fort qu'elle le sentait cogner contre ses côtes. Elle ouvrit la bouche, mais seul un couinement timide en sortit. Personne n'entendit. Adjugé, cria le commissaire, levant son maillet haut, prêt à l'abattre. Pour 280, la finalité du mot, la vision du maillet descendant brisèrent sa peur. En une fraction de seconde, elle ne pensa plus aux conséquences, ni au travail de sa mère, ni à la colère des puissants. Elle ne pensa qu'au mensonge, à cet énorme mensonge de 300 millions d'euros sur le point d'être gravé dans l'histoire comme une vérité. Elle inspira profondément et parla non pas en anglais, mais dans le bel italien formel que son arrière-grand-père lui avait appris la langue même de la Renaissance. Sa voix, sans être forte, fut d'une clarté et d'une assurance stupéfiantes dans le silence tendu. Elle trancha l'air parfumé comme un éclat de verre, quel dit Pinto est un falso. La salle se figea profondément, absolument. Le maillet du commissaire resta suspendu dans les airs, à 1 centimètre du pupitre. Toutes les têtes du premier rang, celles des plus puissants de la planète, se tournèrent d'un seul mouvement vers la petite fille. Le sourire triomphant de Julien Caron s'effaça remplacer l'espace d'un instant par une panique brute avant qu'il ne la masque d'un air offusqué. Sarah demeura pétrifiée. La boîte de catalogue glissa de ses doigts engourdis et se renversa sur le sol de marbre. Elle regarda sa fille comme une étrangère. Elle ignorait même que Clara parlait italien. Mais Arthur Pendleton lui comprit. Il avait passé des années à voyager à Florence et à Milan avec sa femme. Les mots pour lui étaient sans équivoque. Ce tableau est un faux. Sa tête légèrement inclinée jusque-là se releva lentement. Ses yeux tristes et fatigués s'écarquillèrent d'abord d'incrédulité, puis d'une concentration naissante et brûlante. Il se tourna sur son siège et fixa la petite fille d'Américaine aux cheveux blonds et à la robe bleue passée. Il la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Toute l'affaire des mois de travail, des centaines de millions d'euros en jeu, resta suspendue dans l'air maintenu, là par les mots calmes et impossibles d'une enfant de 10 ans. Le silence s'étira épais, lourd d'incrédulité. Puis un murmure bas parcourut la foule, les spectateurs traduisant la scène étrange à leurs voisins. Julien Caron fut le premier à retrouver sa voix. Il laissa échapper un rire bref et forcé, qui sonnait davantage comme un aboiement. « Une plaisanterie », déclara-t-il, un peu trop fort, un peu trop aigu. « Une gaminerie ridicule ». Il fit un geste vague vers le fond de la salle. « Sécurité, veuillez faire sortir cette femme et son enfant perturbatrice. Ici nous sommes dans une maison de vente, pas une cour de récréation. » 2 agents en costume noir se mirent en mouvement depuis les portes principales, avançant d'un pas ferme vers l'alcôve. Sarah s'élança le visage blême de peur et d'humiliation. « Je vous en prie, monsieur, je suis désolé. »« Terriblement désolé, Clara, qu'as-tu fait? Viens tout de suite. » Elle attrapa le bras de sa fille tremblante de tout son corps. C'était une catastrophe. Elles allaient être renvoyées, ruinées, rayées de toute recommandation. Tout cela parce que Clara avait osé parler hors de sa place. Les collectionneurs murmuraient, secouant la tête avec dédain. « Incroyable! Quelle insolence! Faites-la sortir! » Mais Clara ne bougea pas. Elle resta plantée là, les épaules droites, minuscules, mais inébranlables. Elle croisa le regard stupéfait d'Arthur Pendleton et parla de nouveau cette fois en anglais, la voix claire et ferme. « I said, the painting is a fake. » Elle pointa un doigt petit mais sûr vers le chef-d'œuvre exposé sur l'estrade. « That whole thing is a lie. » La confiance dans sa voix était bouleversante. Ce n'était pas la colère d'un enfant capricieux, mais la conviction calme d'une experte énonçant un fait. La salle se divisa aussitôt. D'un côté, Julien Caron, fulminant le visage empourpré, entouré d'un public confus et irrité.
De l'autre, le milliardaire silencieux calculateur. Et entre eux, Clara, minuscule îlot de défi. C'est scandaleux, tonna Caron. Arthur, allez-vous laisser le souffle d'une domestique ruiner l'affaire du siècle sur la base d'un caprice d'enfant? Dites au commissaire-priseur d'abattre son maillet. Finissons-en avec cette comédie. Mais Pendleton ne répondit pas. Ses yeux demeuraient fixés sur Clara. Il vit le carnet usé qu'elle serrait comme un bouclier. Il vit l'absence totale de peur dans son regard. Et il y lut quelque chose qui le troubla profondément. Quelque chose qui perça le brouillard de son chagrin. Dans son monde de faux-semblants et de flatteries, l'honnêteté brute sans peur était devenue une denrée rare et précieuse. « Attendez », dit doucement Arthur Pendleton. Les deux agents, presque arrivés à Sarah, s'immobilisèrent. Le commissaire-priseur abaissa lentement son bras, posant le maillet sans un mot sur le pupitre. Tous les regards se tournèrent désormais vers le milliardaire américain. « Qu'avez-vous dit, jeune fille ?» demanda-t-il d'une voix calme, mais chargée d'une autorité immense. La tirade furieuse de Caron mourut dans sa gorge. Il fixa Pendleton stupéfait. « Arthur, soyez raisonnable. Vous n'allez tout de même pas cautionner ce cirque. Elle a porté une accusation qui met en doute non seulement votre honneur, monsieur Caron, mais aussi mon intelligence. » répliqua Pendleton, la voix plus froide en se tournant vers le marchand d'art. Devant le monde entier, elle aura la chance de s'expliquer. Puis, il reporta son attention sur Clara. « Amenez l'enfant ici. » L'un de ses assistants personnels, un homme sévère nommé Richard Morel, s'avança. Il regarda tour à tour son patron et la fillette hésitant, puis hocha légèrement la tête. Sarah semblait prête à s'évanouir. C'était un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. Sa fille allait être humiliée publiquement et elles allaient tout perdre. Mais Clara, elle s'avança. Elle ne courut pas, elle ne trembla pas. Elle marcha avec une étrange sérénité, ses souliers usés ne faisant aucun bruit sur le tapis cramoisi. Elle passa devant les rangées de milliardaires et de collectionneurs stupéfaits, devant le rictus moqueur de Julien Caron, et s'arrêta au bord de l'estrade. Elle était si petite que le grand chevalet la dominait entièrement. « La parole est à vous, petite », dit Arthur Pendleton, d'un ton chargé d'ironie, mais dont les yeux brillaient d'une curiosité sincère. Expliquez-nous donc comment vous, un enfant, savez mieux que la légion d'experts et de critiques qui ont authentifié ce chef-d'œuvre. Expliquez donc ce mensonge, dit Arthur Pendleton. Clara inspira profondément. L'odeur mêlée d'argent, de poussière et de tension lui emplit les poumons. Elle posa le vieux carnet de son arrière-grand-père sur le rebord de l'estrade, puis leva les yeux vers la toile de la dame silencieuse. « Il n'est pas nécessaire d'être vieux pour voir la vérité, » commença-t-elle d'une voix douce, mais étrangement claire dans le silence profond. « Il suffit de savoir où regarder. » Elle tendit le doigt vers la toile. Les véritables chefs d'œuvre de la fin du XVe siècle, surtout ceux de l'atelier de Léonard à Milan, étaient peints sur une toile de lin très fine, tissée selon une armure chevronnée. C'était une spécialité locale. Si vous observez la texture de près, là où la peinture est la plus fine, notamment dans le fond. Elle marqua une pause et regarda directement M. Pendleton. Cette toile, elle présente une simple armure toile. C'est une belle toile, oui, mais ce n'est pas la bonne. Elle a probablement été fabriquée au XVIIIe ou au XIXe siècle, puis vieillie artificiellement à l'aide de produits chimiques pour paraître ancienne. Julien Caron éclata d'un rire dédaigneux. Ridicule. Cet enfant raconte des contes de fées. La provenance de la toile a été certifiée par le C2RMF. Clara l'ignora, son attention entièrement fixée sur le tableau. Elle pointa la couleur profonde de la robe de velours de la dame.
Et la peinture, la couleur est fausse. Léonard utilisait de l'outremer naturel, obtenu en broyant des pierres de lapis lazuli. C'est un pigment très coûteux, très particulier. Au microscope, on distingue la structure cristalline des grains de pierre. Elle reflète la lumière d'une manière unique. Ce bleu-ci, dit-elle en plissant les yeux, est trop lisse, trop uniforme. On dirait du bleu de Prusse. Un murmure parcourut le groupe de conservateurs de musée, massés sur le côté de la salle. « Et qu'est-ce donc, ma chère, que le bleu de Prusse ?» demanda Caron, sa voix dégoulinant de sarcasme. Clara tourna vers lui, ses yeux bleus limpides. « C'est un pigment synthétique, » répondit-elle simplement. Et il n'a été inventé qu'en 1706, plus de 200 ans après la mort de Léonard de Vinci. Un silence lourd tomba sur la salle. La graine du doute venait d'être semée, et c'était une graine puissante. Les conservateurs se mirent à chuchoter fiévreusement entre eux. Arthur Pendleton se pencha en avant, les coudes sur les genoux, son scepticisme fondant peu à peu remplacé par une curiosité brûlante. De belles théories, petite fille, ricana Caron, bien qu'une goutte de sueur eût perlé sur sa tempe. « Tu as appris ça à l'école ?» « Je l'ai appris de mon arrière-grand-père, » répondit Clara en tapotant le carnet. Il s'appelait Sergent Jack Miller. Il faisait partie des Monuments Men. Il a sauvé des œuvres d'art spoliées par les nazis. C'était un héros. Il connaissait l'histoire mieux que quiconque. Il m'a appris que les faussaires sont rusés, mais aussi arrogants. Ils oublient toujours un détail, un tout petit détail qui les trahit. Elle marqua une pause, sa voix s'abaissant légèrement, attirant chaque oreille. Mais la plus grande erreur, c'est celle qu'on ne voit pas, ce qui se cache dessous. Elle tourna son regard vers M. Pendleton. Léonard était un perfectionniste. Il changeait sans cesse d'avis. Si vous regardez ces tableaux avec une caméra spéciale en réflectographie infrarouge, vous voyez ces changements, on les appelle des pentimenti. Il déplaçait, une main modifiait l'inclinaison d'une tête, ajustait le pli d'une manche. On peut observer les premiers traits de dessin sous la peinture. Elle désigna de nouveau le tableau. Celui-ci est trop parfait. Je vous promets que si vous le scannez, vous ne trouverez aucun changement. Vous verrez un dessin préparatoire net propre. Ce n'est pas le travail d'un maître créant une œuvre nouvelle. C'est celui d'un copiste retraçant soigneusement un modèle fini. Puis elle lança le coup fatal. Et le faussaire a laissé sa signature. « De quoi parles-tu » gronda Caron, la voix brisée. « Il n'y a aucune signature. »« Il y en a une, » répondit Clara doucement. « Vous ne savez simplement pas où regarder. » Elle s'adressa directement à Pendleton. Dans le fond sombre, juste au-dessus de son épaule gauche, il y a une minuscule libellule, peinte dans les ombres, presque invisible. L'artiste a probablement cru que c'était une touche ingénieuse, un petit signe de vie dans l'obscurité. Tous les regards se tendirent pour la distinguer. À distance, c'était impossible. Cette manière particulière de peindre une libellule poursuivit Clara d'une voix calme et glaciale qui fit frissonner la salle avec les deux paires d'ailes légèrement décalées et la signature secrète d'un homme nommé Erich Hoffmann. C'était un restaurateur allemand devenu l'un des faussaires les plus célèbres du XXe siècle. Il a vendu des faux à Hermann Göring et aux nazis, poursuivit Clara d'une voix calme, implacable. Mon arrière-grand-père l'a enquêté après la guerre. Il a tout consigné dans son journal. Il appelait la libellule la petite marque d'orgueil de Hoffmann. Elle s'interrompit, laissant le poids de ses paroles retomber dans le silence. Celui qui a peint ce tableau, conclut-elle d'une voix douce, mais dévastatrice, ce n'était pas Léonard de Vinci. C'était quelqu'un qui imitait le style d'un faussaire de l'époque nazie. Elle prit une brève inspiration. Ce n'est pas un chef-d'œuvre de la Renaissance. C'est un faux d'un faux. Le silence qui suivit
fut profond, terrible, presque sacré. La vaste salle des ventes semblait pétrifiée. Le visage de Julien Caron, autrefois cramoisi, vira au blanc maladif. Il regarda le tableau, puis la fillette ouvrant la bouche, sans qu'aucun son n'en sorte. Les investisseurs et les collectionneurs enthousiastes quelques minutes plus tôt le fixaient désormais avec horreur et suspicion. Arthur Pendleton s'adossa à son fauteuil. Il contempla la toile sur la scène, cette œuvre qu'il avait été à deux doigts d'acheter pilier d'un marché de 300 millions d'euros. Et il ne vit plus un lien avec la mémoire de sa femme, mais une imitation grossière, un mensonge savamment verni. Il comprit qu'aveuglé par son deuil avide de racheter un fragment du passé, il avait failli se ridiculiser devant le monde entier. Son regard se tourna lentement vers Julien Caron. La tristesse avait quitté ses yeux. Elle avait cédé la place à une flamme froide et implacable, celle d'un capitaine d'industrie découvrant la trahison dans sa propre salle de conseil. « Richard, dit-il à son assistant d'une voix dangereusement posée. Contactez le professeur Étienne Daval de l'Institut national du patrimoine en visioconférence, tout de suite. Utilisez la ligne sécurisée. » Puis il regarda les deux agents de sécurité pétrifiés près de l'allée. « Et veillez à ce que M. Caron ne quitte pas la salle. Nous avons, je crois, beaucoup à nous dire. » L'air de la grande salle, autrefois chargée d'attentes fébriles, s'était figé glacé par la tension. Le lieu prestigieux s'était mué en tribunal. Julien Caron demeurait planté comme une statue, son assurance mondaine en miettes, le laissant nu transpirant avec le regard affolé d'un animal acculé. Les collectionneurs jadis, ses alliés l'observaient à présent avec suspicion, murmurant férocement dans leur téléphone des mots comme « escroquerie, plainte, ruine ». Près de l'alcôve, Sarah restait figée la main sur la bouche. Sa peur de perdre son emploi s'était muée en un vertige, mêlé de choc et d'un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la fierté. Elle regardait sa fille, cette petite fille silencieuse qui venait d'affronter une salle remplie des personnes les plus puissantes du monde, et n'y voyait plus un enfant, mais un héritage. Elle revoyait le visage de Jack Miller, son grand-père, un homme doux, discret, mais à la volonté d'acier, et à la fidélité absolue envers la vérité. Sarah avait toujours cru que ces histoires appartenaient au passé modeste de leur famille. Elle n'aurait jamais imaginé les voir ressurgir avec une telle force au cœur d'une vente aux enchères parisienne. Quelques minutes plus tard, Richard Morel revint avec un ordinateur portable qu'il posa sur une petite table devant son patron. L'écran géant de la scène, qui montrait plutôt des images glamour de la toile, s'alluma brusquement. Le visage d'un homme âgé, à la barbe blanche et au regard à la fois bienveillant et vif, apparut. Il se trouvait dans une bibliothèque au rayonnage chargé de volumes anciens. « Arthur, dit le professeur Daval, d'une voix chaleureuse mais professionnelle. Il est tard. J'imagine qu'il s'agit d'une affaire importante. » « Elle l'est, Étienne, » répondit Pendleton. Il fit signe à Richard de pointer la caméra haute définition vers la toile. « J'ai besoin de vos yeux sur quelque chose. » Richard ajusta le cadrage, fit lentement défiler la surface de la peinture, zooma sur la texture du tissage, puis, sur ordre de Pendleton, s'attarda sur le bleu profond de la robe, et sur le fond obscur, au-dessus de l'épaule gauche de la dame. Sur le grand écran, les détails décrits par Clara apparurent grossis, la trame simple non chevronnée, la texture lisse du pigment, et là presque invisible, mais désormais éclatante, sous l'effet du zoom, la minuscule libellule délicatement peinte. Le professeur Daval à l'écran se pencha vers sa caméra, les sourcils froncés. Il resta silencieux un long moment, caressant sa barbe songeur. « Eh bien, Étienne, souffla Pendleton. Le vieil homme poussa un soupir las. « Mon Dieu, Arthur, où avez-vous trouvé cela? » « C'est une question que je compte examiner en détail très bientôt, » répondit Pendleton, son regard glissant brièvement vers Julien Caron, ruisselant de sueur.
Mais d'abord, dites-moi ce que vous voyez. Je vois une contrefaçon très habile, très ambitieuse, déclara posément le professeur Daval. L'artiste est talentueux incontestablement. Je dois le reconnaître, cela dit, le professeur Daval. La composition est une belle imitation du style milanais des années 1490, mais cela reste une imitation, et une imitation imparfaite. Parlez-moi des défauts, demanda Arthur Pendleton, son regard fixé sur Julien Caron. Le pigment de la robe est le plus évident, expliqua le professeur d'une voix professorale. Même à travers cette caméra, je peux affirmer que ce n'est pas du lapis lazuli. Il manque de luminosité. Il a cette qualité mate et opaque propre aux pigments synthétiques modernes. Le bleu de Prusse est, comme l'a justement indiqué, la jeune demoiselle le coupable, le plus probable. Mais le détail véritablement accablant. Il fit une pause et laissa échapper un sifflement bas. C'est cette libellule. C'est la marque d'Eric Hoffman, un technicien brillant mais corrompu. Nous avons un dossier sur lui, épais comme le bras. Il s'était spécialisé dans la création de prétendus chefs-d'œuvre perdus des écoles allemandes et italiennes. Il utilisait souvent des toiles et des panneaux d'époque, mais trichait sur les pigments. Il était arrogant. Cette libellule était sa plaisanterie privée. La retrouver sur une œuvre, qu'on essaie de faire passer pour un Léonard, mon Dieu Arthur, ce n'est pas seulement un faux. C'est un faux célèbre, ou plutôt une nouvelle œuvre d'un faussaire bien connu et de son école de suiveurs. C'est un scandale absolu. Les derniers mots du professeur résonnèrent dans la salle. Un scandale. Le mot tomba comme une sentence de mort sur la carrière de Julien Caron. Il poussa un bruit étranglé, mélange de stupeur et de désespoir. Le commissaire-priseur livide annonça d'une voix blanche que la vente était suspendue jusqu'à la fin de l'enquête. Pendleton mit fin à l'appel vidéo d'un signe à Richard Morel. Il resta un instant immobile, laissant l'ampleur de la situation le submerger. La trahison, la perte financière colossale, évitée de justesse, l'humiliation publique qu'il avait frôlée. Il regarda le cercle d'hommes avides et complaisants qu'il avait failli rejoindre. Puis son regard tomba sur le visage pâle et tremblant du manipulateur qui avait orchestré toute la mascarade. Enfin, il vit Clara debout près de l'estrade, le visage sérieux, la main posée sur le carnet de son arrière-grand-père. Elle ne se vantait pas. Elle ne disait pas « je vous l'avais bien dit ». Elle se contentait de rester la droite, une petite colonne d'intégrité dans une salle bâtie sur le mensonge. Arthur Pendleton se leva lentement. C'était un homme grand, et sa présence emplissait la pièce. Les autres se turent aussitôt, le suivant du regard. Il marcha d'un pas mesuré vers le devant, sans prêter la moindre attention à Julien Caron, sans même un regard pour les agents de sécurité. Il s'arrêta devant Clara. Sarah retint son souffle. Elle ignorait ce qu'il allait faire, un renvoi, un remerciement ou une somme d'argent pour les faire taire et les faire partir. Pendleton la regarda, ses yeux sombres sondant son visage. Puis il fit quelque chose qui laissa toute la salle stupéfaite. Il s'inclina. Pas une légère inclinaison de tête, non une révérence profonde, un geste de respect sincère, presque solennel, d'un milliardaire envers une fillette de 10 ans, vêtue d'une robe bleue passée. « Dans ma vie, dit Arthur Pendleton, d'une voix vibrante, d'une émotion nouvelle, j'ai été entouré de conseillers d'experts et d'hommes d'une grande fortune. Aujourd'hui, ni ma richesse, ni mes conseillers, ni mes pairs n'ont sauvé mon honneur, ni celui de ma femme défunte. C'est une petite fille aux yeux clairs et un héros pour arrière-grand-père qui l'a fait. » Il se redressa et tourna son regard vers Sarah. Le masque poli de l'employeur avait disparu. Il la regarda avec une gratitude et un respect sincère. « Votre fille, madame, est une personne extraordinaire. Vous devez être très fière d'elle. » Sarah ne put qu'acquiescer, la gorge serrée par l'émotion. Pendleton se tourna alors vers Richard.
Sa voix redevint calme mais ferme. Richard, veuillez raccompagner M. Caron à ma suite privée à l'étage. Faites venir la sécurité. Prévenez-le que mes avocats seront là dans 20 minutes. Il balaya la salle d'un geste. Quant aux autres messieurs, vous êtes libres de partir. La partie était terminée. Vaincu et humilié, Julien Caron fut escorté hors de la salle, tel un prisonnier. Le grand salon. Encore il y a peu, le centre du monde de l'art se vida peu à peu, ne laissant qu'un petit groupe d'employés ramassant les débris de cette vente désastreuse. Sur l'estrade, le faux tableau demeurait sinistre, monument à la catastrophe évitée. Pendleton fit un signe en direction d'un petit salon, privé attenant. « S'il vous plaît, dit-il à Sarah et Clara, venez avec moi. Vous n'êtes plus du personnel ici. Vous êtes mes invités d'honneur. » Hésitantes, Sarah et Clara le suivirent dans une pièce calme, décorée de fauteuils en cuir souple. Pendleton s'assit face à elle, non pas avec autorité, mais avec une bienveillance empreinte d'intimité. « Je vous dois une dette que je ne pourrai jamais vraiment rembourser, » dit Arthur Pendleton en regardant Clara. « Mais je dois essayer. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? » « Tout ce que vous désirez. Un cadeau, une récompense. » Il pensait bien sûr à l'argent, un fonds d'études pour l'enfant, une maison neuve pour la mère. Ils pouvaient assurer leur avenir pour le reste de leur vie, le moyen le plus simple, le plus naturel pour exprimer sa gratitude. Clara regarda sa mère, puis revint vers M. Pendleton. Elle réfléchit un instant. Elle ne pensait pas à des jouets ni à des vêtements. Elle pensait à toute autre chose. « Votre épouse ?» demanda-t-elle doucement. « Elle aimait vraiment l'art, n'est-ce pas ?» La question était si inattendue, si personnelle, que Pendleton en demeura interloqué. La dureté de ses traits s'adoucit. « Oui, » répondit-il d'une voix plus basse. « C'était toute sa vie. » « Avait-elle un peintre préféré ?» demanda Clara. « En dehors de Léonard, » dit-il avec un sourire triste, elle adorait les maîtres hollandais. « Vermeer peignait la lumière, » dit Clara, mais il ne peignait pas seulement la lumière, il peignait le sentiment d'un matin tranquille. Il utilisait le jaune de plomb éteint. Ses yeux s'illuminèrent. C'est une couleur spéciale. C'est grâce à elle que sa lumière paraît si vraie. Personne ne la fabrique plus aujourd'hui. Le milliardaire la regarda stupéfait. À cet instant, il comprit que la récompense que cet enfant désirait n'était pas quelque chose qu'il pouvait acheter, mais quelque chose qu'il pouvait partager. La connaissance, la passion, ces mêmes trésors que sa femme avait chéris. Il avait cherché à acheter un trophée, au nom de son épouse, alors que son véritable héritage se tenait là devant lui, dans le cœur et l'esprit de cette fillette. Il se leva. « Venez avec moi, dit-il, toutes les deux. » Monsieur Pendleton ne les mena pas vers la sortie, mais vers un ascenseur privé, dissimulé derrière un panneau de bois sculpté. En montant le brouhaha de Paris, s'évanouit remplacé par un bourdonnement feutré. « La salle des ventes, c'est pour les affaires, » expliqua-t-il d'une voix adoucie par la proximité. « Pour les hommes comme Julien Caron. Mais mon appartement, ma galerie, c'est pour l'âme. » Les portes s'ouvrirent sur l'un des appartements les plus magnifiques que Clara eût jamais vus. Un vaste attique haussmannien ceint de baies vitrées, donnant sur les toits et la tour Eiffel. Mais ce ne fut pas la vue qui lui coupa le souffle, ce fut l'art. Les murs n'étaient pas décorés de tableaux modernes sans âme, mais de chefs-d'œuvre, un nymphéas vibrant, de Monet au-dessus d'une cheminée, un portrait méditatif de Rembrandt en place d'honneur, une délicate sculpture de danseuse de Degas sur un piédestal. C'était un musée privé, un sanctuaire de beauté. C'est Éléonore qui a tout rassemblé, dit Pendleton, avec une lueur mêlée de douleur et de fierté dans les yeux. Chaque pièce a son histoire. Il les conduisit dans une pièce qui était à la fois bibliothèque
et cabinet d'études. Les étagères s'élevaient jusqu'au plafond couvert d'ouvrages d'histoire de l'art. Au centre, sur un grand tapis persan, finement tissé, se trouvaient de profonds fauteuils de cuir et des tables basses propices à la contemplation. L'air sentait le papier ancien, le cuir et la cire d'abeille. Pour Clara, c'était le parfum du bureau de son arrière-grand-père, l'odeur du foyer. Elle passait le plus clair de son temps ici, dit-il, en désignant la pièce. Elle planifiait, elle faisait des recherches. Elle était d'une minutie incroyable. Il s'approcha d'un petit bureau élégant dans un coin et prit un carnet de chèques. Le réflexe d'un milliardaire, résoudre les choses par une transaction. Le ventre de Sarah se serra. L'argent changerait leur vie, plus de dettes, plus de double emploi, plus d'inquiétudes constantes. Et pourtant, après cette conversation sur Vermeer, cette idée lui parut soudain insuffisante, presque déplacée. Comme si c'était un paiement pour un service rendu, alors que ce que Clara avait fait dépassait infiniment cela. Avant que Pendleton n'écrive, Clara parla. Sa voix attira leur attention vers une petite toile suspendue au-dessus du bureau. C'était une scène simple et magnifique, une femme lisant une lettre près d'une fenêtre ouverte. La lumière y était si réelle qu'on la sentait tiède. « Celui-là est vrai », dit-elle, la voix emplie d'une admiration silencieuse. Cette phrase, si différente de celle qui avait brisé la vente aux enchères, resta suspendue dans l'air tranquille de la bibliothèque. Pendleton se figea son stylo en suspens au-dessus du chèque. « Oh non, Clara, pas maintenant, ne tente pas le destin », murmura Sarah le cœur serré. Pendleton reposa lentement le carnet et s'approcha d'elle, le visage indéchiffrable. « C'est un Vermeer, dit-il. La lettre d'amour. C'était le bien le plus précieux d'Éléonore. » Clara hocha la tête sans quitter la toile des yeux. « Je sais, » souffla-t-elle. Elle désigna un minuscule détail sur le sol carrelé du tableau. « Voyez là l'éclat dans le coin de la tuile bleue. Il a peint le défaut. Mon arrière-grand-père disait « C'est comme ça qu'on reconnaît ce qui est vrai, parce que les choses vraies ne sont pas parfaites. Les faussaires ont peur des erreurs. Mais les maîtres, eux, savent que c'est là que réside la vie. » Pendleton contempla la petite tuile ébréchée, un détail qu'il avait regardé 1000 fois, sans jamais vraiment le voir. Il avait chéri le tableau pour sa valeur, pour sa renommée, pour l'amour que sa femme lui portait. Mais cette fillette venait de lui révéler pourquoi elle l'aimait. Elle venait de lui rendre un fragment du cœur de sa femme. Il ressentit soudain une douleur aiguë, non pas de colère, mais d'une autre nature, comme une révélation brutale. Combien de ce qu'il croyait réel n'était en réalité qu'une histoire qu'on lui avait racontée? Le Léonard de Caron était un mensonge. Ce Vermeer, cette minuscule ébréchure dans la tuile, c'était la vérité. Au lieu d'être irrité, il se sentit étrangement libéré. Clara n'exposait pas seulement les faux, elle révélait la vérité. Et la vérité, comprit-il enfin, valait plus que n'importe quel artefact, n'importe quelle légende, n'importe quelle somme d'argent. Il expira longuement. Puis, à la stupéfaction de Sarah, il se mit à rire. Pas un petit rire nerveux, mais un rire profond, clair, vibrant, qui résonna dans l'immense bibliothèque, un son de joie pure, d'amusement sans fardeau. « En une seule après-midi, dit-il en essuyant une larme de rire, vous m'avez sauvé d'une fraude de 300 millions d'euros, et vous m'avez appris plus sur le tableau préféré de ma femme que je n'en avais compris en 20 ans. Toi, petite fille, tu es l'invitée la plus précieuse et la plus chère que j'ai jamais eue. » Il passa du visage sérieux de Clara à celui pétrifié de Sarah, et son rire s'adoucit en un sourire bienveillant. « N'ayez crainte, Madame Millès, votre fille n'a pas de problème. Elle est la révélation. » Il se retourna vers son bureau, mais ne reprit pas le carnet de chèques. Il le repoussa.
L'idée de leur donner simplement de l'argent lui parut soudain vulgaire, presque offensante. C'est ce qu'aurait fait Julien Caron. Le langage de la transaction, non de la gratitude. Clara méritait plus. Son don méritait plus. « J'ai une proposition à vous faire », dit-il son ton glissant, de l'amusement à la gravité. « Pour vous deux. » Il se tourna vers Sarah. « Je voudrais vous offrir un poste, mais pas comme employé de maison. J'ai besoin d'une intendante pour cette collection, une responsable de domaine chargée de la conservation, de la gestion du personnel et de la sécurité. Je ne veux pas d'un universitaire traditionnel, mais quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui comprend la valeur de la vérité. » Il marqua une pause. « Je crois que cette personne, c'est vous. Vous avez élevé une enfant remarquable. Vous portez l'héritage du sergent Jack Miller. Je vous offrirai un salaire généreux et un logement dans l'un des appartements de cet immeuble. » Sarah resta muette, sidérée. Intendante. Un appartement. C'était à des années-lumière du nettoyage des sols et de l'angoisse du loyer. Une vie qu'elle n'aurait jamais osé rêver. Puis Pendleton se tourna vers Clara. « Et pour vous, jeune demoiselle, mon offre est différente. Je ne veux pas vous donner une récompense. Je veux vous donner une responsabilité. » Il balaya la pièce du bras, englobant la bibliothèque et la collection qui s'étendait au-delà. « Voici votre salle de classe et votre terrain de jeu. Je veux que vous étudiez chaque livre, chaque tableau de cette collection. Je veux que vous en trouviez les défauts, les vérités. Je veux que vous m'aidiez à tout voir à travers vos yeux. » Ses propres yeux brillaient d'un feu nouveau, un projet, une passion renaissante. « Nous allons bâtir un nouvel héritage, non fondé sur les prix, ni sur le battage des ventes, mais sur la vérité vérifiable. Nous créerons une fondation au nom de votre arrière-grand-père, la Fondation Sergent Jack Miller, pour la conservation de l'art. Elle financera la recherche, dénoncera les contrefaçons et enseignera aux autres à voir comme vous voyez. » Il se pencha vers elle, la voix vibrante d'une énergie sincère et contagieuse. « Je vous donnerai toutes les ressources nécessaires des tuteurs, l'accès aux experts et plus tard des voyages d'études. En échange, vous serez mon arme secrète, ma curatrice de la vérité. » Qu'en dites-vous? Clara resta sans voix. Être libre dans cette bibliothèque, chargée d'en percer les mystères, c'était la plus grande aventure qu'elle put imaginer. Ce n'était pas un don d'argent voué à disparaître, c'était un don de sens. Elle regarda sa mère. Le visage de Sarah était un tableau d'incrédulité et de joie naissante. Les rides d'inquiétude qui semblaient être gravées autour de ses yeux avaient redisparu, remplacées par l'éclat des larmes de bonheur retenues. Elle hocha la tête vers Clara, une permission silencieuse, une compréhension partagée, leur vie venait de changer à jamais. Clara se tourna de nouveau vers M. Pendleton. Elle ne sauta pas de joie, ne cria pas. Elle se contenta de se redresser, un peu plus droite, le visage grave et lumineux tout à la fois. Elle tendit la main, non pas comme une enfant, mais comme une partenaire égale, scellant un accord. « D'accord », dit-elle d'une voix claire et assurée. Marché conclu. Le milliardaire, à la fois amusé et profondément ému, prit sa petite main dans la sienne. Au cœur de sa bibliothèque silencieuse, entourée des fantômes de la passion de son épouse, il avait failli perdre 300 millions d'euros. Mais il avait trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. Il avait trouvé la vérité. Et cette vérité avait pris la forme d'une fillette de 10 ans, aux cheveux blonds, vêtue d'une robe bleue, passée héritière du courage d'un héros disparu. La véritable histoire, il le savait désormais, ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de transformation pour Sarah et Clara Millette. Elles quittèrent leur petit 2 pièces étroit dans un quartier bruyant de la ville, pour un vaste appartement, baigné de soleil, dans le même immeuble luxueux que M. Pendleton, surplombant le jardin du Luxembourg.
C'était un monde de couloirs feutrés de portiers en uniforme qui saluaient d'un sourire et de fenêtres ouvrant sur un océan de verdure. Durant les premières nuits, Clara restait longtemps à sa fenêtre, observant le flot lointain des phares glissant sur le boulevard Saint-Michel, avec la sensation étrange de s'être réveillée à l'intérieur d'un rêve. Sarah, fidèle à sa nature, s'adapta avec une grâce discrète et déterminée. Le titre de gestionnaire du domaine lui semblait d'abord trop grand, comme un manteau trop ample. Mais M. Pendleton se montra patient et attentif. Il ne lui donna pas seulement un emploi, il lui offrit les moyens de réussir. Il engagea un conseiller financier discret pour l'aider à gérer son nouveau salaire et un tuteur privé pour lui enseigner les bases de l'administration artistique et de la conservation du patrimoine. Sarah assimila tout cela avec une intelligence vive qu'on avait toujours sous-estimée. Elle organisa le personnel domestique, collabora avec des conservateurs du musée d'Orsay et du Louvre pour les prêts de la collection Pendleton et géra les questions complexes de sécurité et d'assurance avec la même minutie qu'autrefois elle mettait à faire briller l'argenterie. Les profondes rides d'inquiétude qui avaient marqué son visage pendant des années commencèrent à s'effacer. Elle souriait davantage, un vrai sourire paisible qui la rajeunissait de 10 ans. Elle ne survivait plus, elle vivait enfin. La transformation de Clara fut plus silencieuse, mais tout aussi profonde. Le Pentus Pendleton devint son univers. Arthur, comme il insistait désormais pour qu'elle l'appelle, tint parole. Il lui aménagea un bureau, une petite pièce attenante, à la bibliothèque principale, remplie de matériel artistique, de livres d'histoire de l'art, adaptés à une jeune érudite, et d'un ordinateur dernier cri, connecté aux bases de données des musées du monde entier. Leurs journées prirent un rythme paisible et studieux. Le matin, un précepteur privé venait lui enseigner les matières classiques mathématiques, littérature-sciences. Mais l'après-midi commençait sa véritable éducation. Arthur la rejoignait dans la bibliothèque et tous deux devenaient des détectives. Il lui enseignait les coulisses du monde de l'art, les labyrinthes de la provenance, les rouages opaques des ventes aux enchères, l'importance capitale de la preuve documentaire. En retour, Clara lui apprenait à voir. Il passait des heures devant un seul tableau. Munie d'une loupe et du journal de son arrière-grand-père, Clara lui montrait la plus fine craquelure du vernis, la trace à peine visible d'un poil de pinceau emprisonné dans la peinture ou le léger changement de teinte révélant l'hésitation d'un artiste. Elle avait un instinct rare, un don hérité du sergent Jack Miller pour ressentir l'histoire qu'un objet voulait raconter. « Regardez ici, Arthur », disait-elle en désignant le coin sombre d'une nature morte hollandaise du XVIIe siècle. Le peintre a recouvert quelque chose. L'ombre est trop épaisse et la texture du pigment est différente. Arthur appelait alors son équipe. Une machine à rayon X portable était installée et sous son regard perçant apparaissait le fantôme d'une autre peinture, le portrait d'une femme enfouie là depuis des siècles. Ils découvrirent que la nature morte avait probablement été peinte par un élève sur une toile réutilisée de son maître. La valeur de l'œuvre n'en fut pas diminuée. Au contraire, elle devint plus riche, plus complexe. Son histoire était désormais celle de l'art du temps et de la vie silencieuse des ateliers anciens. Pendant ce temps, les répercussions du scandale de la maison Ellington secouaient encore le monde de l'art. Julien Caron, ruiné, accablé par une avalanche de procès intentés par des investisseurs floués, avait tout avoué. La Dame silencieuse faisait partie d'un vaste réseau de faussaires, opérant depuis des années, exploitant la crédulité de collectionneurs fortunés, souvent endeuillés plus épris d'une histoire émotive que de rigueur scientifique. La piste remontait jusqu'à un atelier clandestin en Belgique et impliquait plusieurs marchands et experts réputés. Le scandale aussi brutal fut-il devint une purification nécessaire d'un pan corrompu du marché de l'art.
Arthur, avec Clara comme partenaire silencieuse et source d'inspiration, canalisait sa colère en action. La Fondation Sergent Jack Miller pour la conservation de l'art fut officiellement créée. Sa mission était double: financer le développement de nouvelles techniques scientifiques pour authentifier les œuvres et fournir des ressources éducatives afin d'aider les collectionneurs et les petits musées à se protéger contre la fraude. Arthur investit des centaines de millions d'euros dans la fondation, transformant un moment d'humiliation personnelle en une force globale pour le bien. Le conseil d'administration de la fondation regroupait les personnalités les plus respectées du monde muséal, directeurs de musées, conservateurs historiens de l'art, parmi lesquels leur ami, le professeur Alistair Daval. Un matin d'automne vif, environ 1 an après la vente aux enchères, Arthur appela Clara dans la bibliothèque principale. Il se tenait à côté d'un grand objet plat, couvert d'un drap de velours. Ses yeux brillaient d'une excitation particulière, celle de quelqu'un sur le point de partager un secret merveilleux. « J'ai quelque chose pour toi, dit-il. Un cadeau et ta première mission officielle en tant que curatrice de la vérité. » Il retira le drap. Ce n'était pas un tableau, mais un large document encadré. Ancien, le papier jauni par le temps était couvert d'une élégante écriture, manuscrite allemande et ornée de tampons officiels. Au bas, une petite photographie en noir et blanc d'un tableau familier, la lettre d'amour de Vermeer. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Clara, les yeux écarquillés. « C'est la provenance authentifiée originale du Vermeer, dit Arthur avec révérence. Elle retrace la possession de l'œuvre jusqu'à une collection privée à Amsterdam, en 1696. C'est l'acte de naissance du tableau, son histoire complète. » Il désigna ensuite un cadre plus petit, posé sur une table proche. Il contenait une seule feuille pliée. Ceci est une lettre. Elle est arrivée ce matin par coursier d'un cabinet d'avocats en Allemagne. Il la tendit à Clara. La lettre provenait de la succession d'un homme récemment décédé. Le grand-père de cet homme avait été officier allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait été stationné aux Pays-Bas et impliqué dans la confiscation d'œuvres d'art appartenant à des familles juives. La lettre constituait une confession sur son lit de mort. Elle indiquait que si de nombreuses œuvres célèbres avaient été récupérées par les monuments Men après la guerre, certaines, avec leur documentation, avaient été habilement dissimulées. L'officier avait volé le vrai Vermeer, le remplaçant par une copie presque parfaite qu'il avait commandée à nul autre que Erich Hoffmann, le faussaire dont Clara avait reconnu la signature de la libellule. La véritable peinture, affirmait la lettre, était toujours cachée, son emplacement décrit dans une enveloppe scellée à n'ouvrir que par les héritiers légitimes, si jamais ils étaient retrouvés. Clara sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle regarda la lettre, puis le chef-d'œuvre suspendu au-dessus du bureau. Le tableau qu'elle aimait, le tableau qui avait appris à Arthur à voir. « Vous voulez dire, » murmura-t-elle, la voix tremblante, « que c'est notre Vermeer Arthur ?» Hocha lentement la tête, le visage sombre. La lettre affirmait que le tableau qu'Eleanor et lui avaient acheté, celui qui trônait dans cette maison depuis 20 ans, était un faux Hoffmann, l'un de ses plus grands et plus trompeurs travaux. Le silence dans la pièce était absolu. Dehors, la ville bourdonnait inconsciente. Mais à l'intérieur de la bibliothèque, le socle même du monde d'Arthur Pendleton, de la nouvelle vie de Clara, venait de se fissurer. Le tableau qui représentait la vérité ultime, celui qui avait déclenché toute leur croisade contre les contrefaçons, était lui-même un mensonge. L'ironie était si profonde, si cruelle, qu'elle en devenait presque suffocante. Arthur regarda Clara, un mélange de désolation et d'une étrange détermination acier sur le visage. Il avait été trompé une fois par le chagrin. Il ne se laisserait pas duper à nouveau. Les avocats allemands veulent envoyer des experts, dit-il. Le musée qui revendique la propriété souhaite dépêcher ses conservateurs.
Le monde va observer. Mais je ne fais pas encore confiance à leurs experts. Il posa doucement une main sur l'épaule de Clara. « Je te fais confiance, Clara, » dit-il d'une voix basse et ferme. « Je fais confiance à tes yeux. Je fais confiance à l'héritage de ton arrière-grand-père. Je veux que tu regardes ce tableau. Regarde-le encore. Oublie les lettres. Oublie les avocats. Oublie tout. Regarde simplement le tableau et dis-moi la vérité. » C'était le test ultime. Sa première mission officielle consistait à juger de l'âme même de la collection Pendleton et à potentiellement bouleverser l'héritage de celle qui, d'une certaine manière, les avait tous réunis. Clara n'était plus seulement une fille capable de repérer un faux. Elle était désormais la gardienne d'une vérité qui pouvait ébranler l'homme qui l'avait sauvée. Le poids du monde semblait s'être posé sur les frêles épaules de Clara. Le Vermeer, le tableau préféré d'Eleanor, avait été le socle de sa nouvelle vie, le symbole de l'authenticité, le maître silencieux qui l'avait guidé, elle et Arthur. Et maintenant, il était accusé. Il pendait toujours au-dessus du bureau, la femme à la fenêtre lisant sa lettre. La lumière inondant la scène, une image parfaite de paix, tandis que la pièce tout autour s'emplissait d'une tempête silencieuse. En entendant la gravité dans leur voix, Sarah s'était avancée jusqu'à la porte de la bibliothèque. Elle vit la lettre, le visage fermé d'Arthur, et comprit l'immense fardeau qu'on venait de déposer sur les épaules de sa fille. Son premier réflexe fut de se précipiter pour la protéger, pour dire à Arthur que c'était trop lourd à porter pour une enfant. Mais alors, elle vit le regard de Clara. La peur y était, oui. Mais sous cette peur brûlait une concentration tranquille, une intensité rare. Ce n'était plus un jeu, c'était le travail. C'était l'héritage du sergent Jack Miller qui prenait vie. Pendant les 2 jours suivants, la bibliothèque fut scellée. Elle devint le laboratoire et le sanctuaire de Clara. Arthur fit livrer au Pentouz tout le matériel scientifique dont disposait la jeune fondation des caméras numériques. Haute résolution, un scanner infrarouge pour la réflectographie, un spectromètre de fluorescence, XXRF pour analyser la composition élémentaire des pigments. Une équipe de techniciens de confiance manipula les appareils, mais c'était Clara qui dirigeait les opérations. Elle commença non pas par la science, mais par son regard. Durant des heures, elle resta simplement assise devant le tableau observant jusqu'à ce que les figures et l'histoire se dissolvent, ne laissant plus que la couleur, la texture, la lumière. Elle esquissa la composition dans un carnet, essayant de ressentir le rythme de la main du peintre. Elle relut les notes de son arrière-grand-père sur Vermeer, ses descriptions de l'application de la peinture en touches denses et lumineuses, la manière dont il superposait les couches de couleurs pour créer une clarté inégalée. Puis, elle passa à la science. Les techniciens hommes et femmes aux diplômes prestigieux suivaient les instructions calmes et précises de cette fillette de 11 ans. Ils scannèrent le tableau section par section. Les images apparaissaient sur un grand écran, révélant le monde sous la surface. Assis dans un fauteuil à l'écart, Arthur observait sans un mot. Il n'intervenait pas. Il lui avait confié sa foi et il irait jusqu'au bout. Il avait déjà parlé à ses avocats, si le tableau s'avérait faux, il était prêt à faire ce qu'il fallait reconnaître publiquement, la fraude aidait à retrouver les héritiers légitimes et diriger la recherche du vrai Vermeer. Sa réputation en souffrirait, mais la vérité, comme Clara le lui avait appris, comptait davantage. Les premiers résultats vinrent du scanner infrarouge. Clara se pencha les yeux rivés à l'écran. Contrairement au dessin sous-jacent, parfait et stérile, du faux Léonard le Vermeer bouillonnait d'activité. L'angle de la tête de la femme avait été modifié, le luth accroché au mur légèrement déplacé vers la gauche. Le tableau était plein de pentimenti, ces traces de changement qui trahissent les hésitations du maître. C'était l'œuvre d'un esprit créatif, en mouvement, non celle d'un copiste prudent.
Un petit nœud de tension se dénoua dans la poitrine de Clara. L'artiste réfléchissait, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Il changeait d'avis. Vint ensuite l'analyse des pigments. Le spectromètre XRF ronronna en balayant la toile, produisant un graphique d'empreintes élémentaires. Ils testèrent les rouges vibrants, les bruns terreux, les ombres profondes. Tout correspondait à des pigments utilisés au XVIIe siècle. Puis ils se concentrèrent sur la couleur la plus importante, la couleur de la lumière, la fameuse jaune de plomb éteint. Clara retint son souffle pendant que la machine analysait la tache lumineuse sur le mur près de la fenêtre. Le graphique vacilla, puis se stabilisa en une série de pics nets. C'était indubitable, plomb et éteint. La signature chimique du pigment disparut. Eric Hoffman le faussaire était un maître, mais son expertise concernait les pigments des 19e et 20e siècles. Dans toutes ses contrefaçons connues, il n'avait jamais pu reproduire parfaitement la luminosité unique du jaune de plomb éteint. Il utilisait un jaune à base de cadmium proche, visuellement, mais chimiquement distinct. Une vague de soulagement submergea Clara. « Il est là, dit-elle, la voix tremblante de triomphe calme. La lumière est vraie. » Mais quelque chose continuait de la troubler. La lettre La Confession, elle avait été si précise, si sûre d'elle, les derniers mots d'un mourant. Pourquoi mentir? Les faussaires sont arrogants, avait écrit son arrière-grand-père. Ils aiment laisser une marque. La libellule était celle d'Hoffman, et s'il avait laissé un autre signe. Un signe conçu pour ne pas être découvert, avant des décennies. Elle retourna devant le tableau, scrutant chaque centimètre. L'éclat dans la tuile, les plis de la robe, le visage de la femme rien. Tout était parfait, trop parfait. Non, les pentimenti prouvèrent que non. Son regard se posa sur la lettre dans la main de la femme. Dans le tableau, cette lettre n'était qu'une tache blanche, une brume de peinture, un murmure de mots plus qu'une écriture lisible. C'était un moment intime, murmura Clara, pas destiné au regard du spectateur. « Pouvons-nous obtenir une microphotographie de la lettre ?» demanda-t-elle au technicien principal. Le grossissement maximal possible. Le technicien orienta une lentille microscopique sur le minuscule rectangle blanc au centre du tableau. L'image projetée sur l'écran s'agrandit, franchissant les fissures du vernis, la texture de la toile, jusqu'à ce que les coups de pinceau individuels deviennent visibles. L'écriture n'était qu'une suite de fines boucles grises et noires, dépourvues de sens. « Attendez, dit Clara, revenez un peu, panoramique vers le bord gauche du papier. » L'image glissa, et alors elle le vit, caché dans l'ombre où le pouce de la femme tenait la lettre déguisée, en ligne presque invisible comme une marque d'eau, deux minuscules lettres apparaissaient peintes avec un soin méticuleux. E. H. Eric Hoffman. La pièce se glaça. Les données scientifiques, les analyses infrarouges, les pigments, tout indiquait un véritable Vermeer. Mais là dissimulée à la vue de tous, se trouvait la signature du faussaire. Une contradiction impossible. Un paradoxe peint sur la toile. Arthur se leva, s'approcha de l'écran, contempla longuement les minuscules initiales. Un muscle tressaillit dans sa mâchoire. La confession était vraie. Le tableau était donc bien un faux, l'œuvre d'un génie, un chef-d'œuvre de tromperie qui avait dupé le monde pendant plus de 70 ans. Mais un faux malgré tout. Une boule se forma dans la gorge de Clara. Elle avait échoué. La vérité cette fois n'était pas une victoire nette et lumineuse, mais une défaite déchirante. Mais dans son esprit résonna la voix de son arrière-grand-père. « Cherche la main de l'artiste Clara. » Pas seulement sa signature. Elle regarda les initiales sur l'écran, puis leva les yeux vers le tableau suspendu au mur.
Elle regarda la lumière, cette lumière vivante, impossible qu'elle savait dans chaque fibre de son être authentique. Comment Hoffman aurait-il pu créer cette lumière? Le spectromètre l'avait prouvé, il en était incapable. Et soudain, comme une clé tournant dans une serrure, tout prit sens. Il ne l'a pas entièrement peinte, dit Clara, la voix tremblante sous la force de sa découverte. Arthur se retourna déconcerté. « Que veux-tu dire ?» Hoffman n'a pas contrefait le tableau, expliqua-t-elle en revenant vers la toile, les yeux brillants d'une certitude nouvelle. Il l'a restauré. Les mots jaillirent d'elle, rapides, passionnés. Le tableau était authentique. Il a été endommagé pendant la guerre, peut-être mal manipulé, une partie grattée ou déchirée. La lettre dans la main de la femme, c'est là que se trouvait la zone abîmée. Hoffman, ce maître faussaire, mais aussi restaurateur brillant, fut chargé de le réparer. Et dans son arrogance, pendant qu'il repeignait la minuscule section endommagée de la lettre, il n'a pas pu résister à l'envie d'y laisser sa marque, sa signature secrète, cachée à jamais dans le chef-d'œuvre. L'officier allemand n'a pas saisi la nuance. Il savait seulement qu'Hoffman avait travaillé sur la peinture, et il a supposé ou prétendu que c'était une copie entière. La confession du mourant n'était donc pas un mensonge. Conclut-elle, mais un malentendu, une légende familiale, devenue plus dramatique avec le temps. Le tableau est vrai, déclara Clara d'une voix vibrante, d'une conviction absolue. Le Vermeer d'Éléonore est authentique. Hoffman n'a fait que signer sa restauration. Pour le prouver, elle ordonna au technicien de prélever 2 micro-échantillons de peinture, un sur la zone des initiales et un autre sur une partie blanche intacte de la lettre. L'analyse prendrait plusieurs heures, mais Clara savait déjà ce qu'elle révélerait. Le premier prélèvement contiendrait des traces de liant moderne mêlées aux pigments du XVIIe siècle. Le second serait pur. En attendant les résultats, la bibliothèque fut plongée dans un nouveau type de silence, non plus de crainte mais d'espérance, contenu suspendu comme une lumière fragile entre le doute et la vérité. Arthur regarda le Vermeer sans Vermeer, celui d'Éléonore, et le vit une fois encore, mais avec des yeux nouveaux. Il vit son histoire, son voyage à travers les guerres et les mensonges, ses cicatrices, sa survie. Il vit la minuscule ébréchure dans la tuile et la signature secrète du faussaire, et il comprit que ces 2 marques étaient la même chose, les marques de la vie, la preuve de l'authenticité. Lorsque les résultats du laboratoire arrivèrent, ils confirmèrent entièrement la théorie de Clara. Le tableau était bien authentique. Les initiales faisaient simplement partie d'une restauration localisée ajoutée des siècles plus tard. Arthur Pendleton s'approcha lentement de Clara. Il ne s'inclina pas cette fois. Il s'agenouilla pour être à sa hauteur. Il avait les larmes aux yeux, des larmes de soulagement et de gratitude profonde. « Ton arrière-grand-père était un héros, Clara, » dit-il, la voix nouée d'émotion. Il a sauvé l'art des nazis. Mais aujourd'hui, tu as fait encore plus. Tu as sauvé un morceau d'histoire. Tu as sauvé un morceau de mon cœur. Il se releva et se tourna vers Sarah qui pleurait ouvertement, submergée de fierté et de soulagement. La Fondation Sergent Jack Miller vient d'avoir sa première découverte officielle, annonça-t-il. Et notre curatrice de la vérité, elle n'a pas de prix. Au final, la vérité s'avéra plus complexe et plus belle qu'une simple opposition entre le faux et le vrai. C'était une histoire de survie, celle d'un chef-d'œuvre blessé, réparé et secrètement marqué par son ennemi avant que son histoire véritable ne soit révélée des siècles plus tard par les yeux clairs d'une fillette de 10 ans. Arthur sut alors que leur travail ne faisait que commencer. Il y avait d'autres histoires à découvrir, d'autres vérités à défendre, et il avait pour l'y aider la meilleure curatrice du monde. Et c'est là que nous allons conclure cette histoire pour l'instant. J'aimerais savoir ce que vous faisiez en l'écoutant.
peut-être en rentrant du travail ou en vous détendant avant de dormir. Dites-le moi dans les commentaires, je les lis vraiment tous. Et si vous voulez que nos chemins se recroisent, un like ou un abonnement fait toute la différence. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous.